Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue au Point Culture et merci beaucoup d'être là et si nombreux. C'est très très chouette d'avoir une salle aussi remplie. Donc voilà, on est très heureux de vous accueillir pour cette soirée autour des migrations qui a été mise en place dans le cadre de notre thématique Colonie, héritage et tabou, qui est une thématique transversale qui aura lieu jusque fin décembre dans tout le réseau Point Culture. Je ne vais pas m'étendre sur les nouvelles missions de Point Culture. Vous vous demandez peut-être pourquoi est-ce qu'on fait ça à l'ancienne médiathèque, mais voilà, on peut en parler encore après si vous voulez. On a ici spécifiquement à Louvain-la-Neuve, on a voulu proposer un focus sur les migrations par rapport à cette vaste thématique des colonies, parce qu'on estime que les migrations actuelles ne peuvent pas être séparées de l'histoire de nos colonies européennes. Et donc, on savait que Bertrand et Najette allaient faire un super reportage au mois de février, au mois de mars. Et donc, on leur a proposé effectivement d'intégrer ça dans notre programmation. Je voulais remercier tous les intervenants qui sont venus très gentiment ce soir et qui se sont rendus disponibles pour cette table ronde. Donc, Jacinthe Mazzochetti, qui est chercheuse à l'UCL et anthropologue et prof également à l'UCL. Philippe Hensmans, directeur d'Amnesty International Belgique. Pietro Marullo, qui est artiste et performeur et qui a fait une pièce autour des migrants qui arrivent à Lampedusa, qui sera visible au Théâtre Varia. À ce sujet-là, si vous voulez des infos particulières, si vous voulez être tenu au courant de ce spectacle, on a mis un petit formulaire où vous pouvez inscrire vos noms, prénoms, votre adresse email et vous recevrez directement les infos dans votre adresse email autour de ce spectacle. Nous avons évidemment Bertrand Van de Loise et Najette Nemouni donc, qui ont réalisé les photos et le reportage autour des migrants à Ceuta, qui est visible ici au Point Culture depuis aujourd'hui. In extremis, on a réussi à la mettre en place. Et alors un tout grand merci à Anissa El Kodari qui a proposé de faire la modératrice pour ce débat. Donc voilà, ce sera un peu elle la chef d'orchestre de ce soir. Et puis encore merci à vous d'être venus. Et je pense que je n'ai oublié personne. Voilà, donc on va juste commencer par voir un très court diaporama sonore sur le reportage de Najette et Bertrand. Et puis après ça, on lancera le débat. Donc il y aura évidemment un moment pour que vous puissiez vous exprimer. Donc moi ou mon collègue, on sera là avec le micro qu'on pourra se passer pour que tout le monde entende bien et profite bien des questions. Voilà, une bonne soirée. Parmi nous, là, il y a beaucoup de diplômés. Il y en a, moi qui te parle particulièrement, j'ai fait la comptabilité, après j'étais en sciences politiques. Chacun de nous, certainement, un bagage intellectuel. Alors nous quittons de nos pays avec des connaissances que nous avons besoin de faire aussi, faire asseoir quelque part, d'être important aussi dans la société. Je suis un conducteur de machines. Oui, de Caterpillar. Toutes les machines de Caterpillar, je peux conduire. Je peux aller en Europe, je vais augmenter mon expérience sur ça. Je vais me retourner, je vais travailler, même si c'est en Afrique, en Europe, en Amérique, Asie. Et notre objectif, c'est pas d'être ici. On veut aller en Europe. Parce que quand même là-bas, même si tu ne gagnes pas quelque chose, il y a l'espoir. L'homme, c'est ça d'abord, l'espoir. Parce que si ça allait dans notre pays, on aurait dû rester là-bas, faire une meilleure vie avec les parents. Chacun d'entre nous le souhaite. Nous, comme ça, on a laissé nos familles. Tu traverses la Méditerranée. La Méditerranée n'est pas camarade de quelqu'un. Même le commandant Cousteau. C'est l'Europe à tout prix. Il y a des amis qui sont morts en tentant d'entrer à Ceuta, par la déviation dans l'eau. Ils se sont fait tirer dessus par la Guardia Civile et tout ça. Il y avait des balles en caoutchouc, des gaz lacrymogènes dans l'eau, d'autres ont étouffé. D'autres ont percé les chambres à air qu'ils avaient autour de leur corps. Dans tout ça, si tu ne sais pas nager, tu as une chambre à air autour de ton corps. Et quand on tire dessus, l'air s'évapore. Si
nous voyons sur la Méditerranée, venez nous secourir parce qu'on fuit comme ça. C'est comme un évadé, un prisonnier qui n'a de s'évader de la prison de Guantanamo, tu t'en vas comme ça. Au lieu de mettre des barrières là-bas pour nous empêcher de rentrer, il faut nous aider dans nos pays, aider nos gouvernements à être ce qu'ils doivent être réellement. Un État démocratique, personne ne va fuir un tel État. S'il y a l'emploi, personne ne va fuir l'État, si ce n'est pour aller faire du tourisme. Parce que si tu peux sortir librement, t'exprimer librement, manger à ta faim, avoir ta maison, ta voiture, fonder une famille, pourquoi tu vas sortir? Il n'y a pas de monde sans immigration. Sans clandestin, il y a toujours. Parce que chez vous, on trouve ce qu'on n'a pas chez nous. Et chez nous, vous trouvez ce que vous n'avez pas chez vous. Et là, ça me rappelle un vieux dicton d'un président. L'Europe sans l'Afrique, c'est comme une voiture sans chauffeur. Et l'Afrique sans l'Europe, c'est comme une voiture sans carburant. Nous sommes appelés à marcher tous ensemble. Alors je pense qu'il est temps que tout ça, ça s'arrête. Et qu'ils essaient un peu de se pencher vraiment sur la situation de l'Afrique. Et voir vraiment ce qui fait en sorte que les enfants de l'Afrique fuient l'Afrique. Merci Seigneur, c'est toi qui m'as donné la vie, Seigneur. Tu m'as pas donné rien de plus. Merci. Donnez-moi mon vieux téléphone là. C'est toi qui m'as donné la vie, Seigneur. Pardon. Vous qui vous avez Xperia, les 4K. Pardon, donnez-moi mon Est-ce qu'on m'entend? Oui. Donc, merci à Bertrand et à Najed pour ce beau court-métrage. C'est très magnifique, les photos sont vraiment belles. Oui. Et voilà, le reportage est vraiment bien construit. Donc, est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Donc voilà, vous êtes rendu à Tanger au Maroc. Pourquoi avoir choisi cette ville? Et comment vous avez mené ce reportage? Comment vous avez trouvé les personnes à Tanger? Et donc voilà, nous expliquer un peu votre aventure sur place. Beaucoup de questions. On va se partager les réponses. On a choisi le Maroc parce que c'est un peu une des portes d'entrée vers l'Europe, surtout le point de Tanger. Je crois qu'il y a une vingtaine de kilomètres avec l'Espagne. Et donc il y a cette petite enclave là, Ceuta aussi, qui est un petit morceau d'Europe sur le continent africain. Et donc forcément, autour de cet espace, entre Tanger et Ceuta, il y a un fort flux migratoire. Il y a beaucoup de gens qui arrivent et qui sont coincés. Et c'est une barrière naturelle qui est la mer, quoi. Donc c'était une zone en fait, qui était intéressante dans le travail qu'on voulait faire. Pour la suite, je laisse expliquer Najed. Alors le Maroc aussi, c'est parce que c'est mon second pays. J'ai l'impression qu'on m'entend. Et je m'étais déjà posé la question, en fait, de la présence des Africains subsahariens, en fait, en allant tout simplement en vacances. J'ai remarqué qu'ils étaient Je viens d'une ville qui s'appelle Oujda, au nord-est, donc à la frontière algérienne. Et donc, ils étaient de plus en plus présents. Il y avait de plus en plus d'Africains subsahariens qui mendiaient, qui vivaient dans des situations assez précaires. Ce qui m'a choqué aussi, c'est une loi qui n'est plus de rigueur, mais en tout cas qui interdisait aux propriétaires de louer aux personnes de couleur, en fait, à ces Africains subsahariens. Donc voilà, je me posais tellement de questions, et un jour, Bertrand m'a appelé, Bertrand qui est un ami avant d'être un collègue, et m'a proposé de travailler sur cette thématique et d'aller à leur rencontre au Maroc. Et donc, on a pris un billet d'avion, enfin 2 billets d'avion, et puis on s'est rendu sur place sans trop préparer c'est pas sans préparer le sujet, mais finalement on n'a pas trouvé beaucoup d'informations par rapport au sujet. Il y a une plateforme qui existe qui s'appelle SOS Migrants qui vient en aide à ces migrants subsahariens, mais à part ça on n'a pas trouvé grand chose, donc on s'est dit
on va aller là-bas, on va aller voir de nos propres yeux, on va aller à leur rencontre. On avait un seul contact, c'est une association qui s'appelle Visa Sans Frontières et qui est présente à Tanger et qui prend en charge ces migrants subsahariens. Donc on a commencé avec eux et puis ensuite c'est au fil des rencontres en fait qu'on a continué ce reportage et ça a été toujours de belles rencontres, très enrichissantes, très intéressantes. Enfin, vous le verrez à travers les photos. On a vu des personnes très sympathiques, joyeuses aussi, l'air de rien, et puis qui nous ont fait confiance assez vite aussi. Bien sûr, il y avait un peu de méfiance au début, mais voilà, au final, ils ont vu qu'on leur voulait du bien, forcément, et donc ils se sont vite confiés. Et voilà, on a entendu de tout, des parcours très très différents, et voilà, c'est riche. Je ne sais pas si tu as encore une question. Par rapport à ce que l'on entend voilà, dans les médias aujourd'hui, voilà, vous avez vu de vos propres yeux qu'est-ce qui se passe sur place, et on entend des fois d'autres discours relayés dans les médias. Dites-nous. Donc par rapport à la situation spécifique, enfin en tout cas des migrants subsahariens au Maroc, ce qu'on a vu, c'est donc des personnes qui vivent dans la précarité, qui subissent le racisme. C'est pas parce qu'on est au Maroc qu'il n'y a pas de racisme, malheureusement. C'est une chose, le racisme n'a pas de frontières. Et donc, ils subissent pas mal de discrimination sur place. Donc, de nouveau, pas d'accès au logement. Quand ils y arrivent, ils sont souvent 10, 15, voire 30 dans un appartement, pas meublé. Voilà, ils vivent avec le minimum et ils arrivent à payer le loyer tous ensemble en récoltant de l'argent, etc. Et voilà, il y a aussi un manque de... En fait, c'est aussi le vivre ensemble qui est un désastre, parce qu'on est dans une société marocaine en pleine construction, où les Marocains eux-mêmes n'ont pas forcément un emploi ou des facilités, et donc eux arrivent dans cette société qui est en train de se construire, et avec une culture très différente, avec une seule idée en tête, c'est de passer la Méditerranée. Donc on est dans un endroit de passage, donc ils n'ont pas forcément envie de faire un effort pour essayer de s'intégrer ou de connaître les coutumes à cet endroit-là. Et donc il y a un vivre ensemble qui était vraiment un désastre, quoi. Ça nous a quand même marqué, surtout toi qui est d'origine marocaine, et tu t'es fait de temps en temps cibler un peu. Oui, non, enfin, quand il dit ça, vous verrez, on a fait trois lieux différents. On a commencé par un quartier qui s'appelle Boukalef, qui est donc un des quartiers de Tanger, qui est un peu... On peut le comparer à une cité HLM, en fait. Ouais, c'est ça, c'est une classe sociale assez pauvre qui vit là, et une classe sociale marocaine assez pauvre. Et du coup, il y a de nombreux migrants qui habitent là aussi. Et oui, et en allant, quand on se baladait avec Bertrand dans ce quartier, forcément, les Marocains remarquaient que j'étais aussi d'origine marocaine. Enfin, j'aurais pu être, pas spécialement, mais ils l'ont remarqué. Et donc, du coup, oui, je me faisais un peu... ils m'expliquaient en arabe que, voilà, ils avaient du mal à comprendre ces gens qui vivent à 17, 18, 19 dans un appartement, qui font beaucoup de bruit. Voilà, parce que c'est pas, comme il dit, c'est pas la même culture, l'air de rien, même si on est en Afrique, mais... Et de l'autre côté, les personnes avec qui on passait du temps, les Africains subsahariens, qui nous disaient on ne comprend pas pourquoi les Marocains nous détestent tant, ils nous appellent les Africains, c'est des Africains aussi. C'est vrai, mais c'est une chose que les Marocains ont oublié, enfin que certains Marocains ont oublié. Donc voilà, et du coup j'avais toujours deux versions, deux façons de voir les choses, et tout simplement parce qu'ils ne se parlent pas, ils ne communiquent pas, et voilà. Quand il y a pas la barrière de la langue, parce que des fois, malheureusement, c'est juste la barrière de la langue qui fait qu'ils ne se parlent pas. Il y a ce manque de connaissances. Voilà. Ils ne vont pas les uns vers les autres. Bien sûr, il y a des Marocains qui aident quand même certains migrants. Hein, c'est pas non plus... il y a quand même une petite communication de l'entraide. Mais le pire, c'était vraiment dans ce quartier de Boukalef. En dehors, c'était encore différent. Dans la Médina, par exemple, vous verrez, on a suivi un migrant qui vit dans la Médina de Tanger. Là, c'était une autre ambiance, c'était un peu plus détendu. On sentait un peu plus de respect, moins de remarques, un peu moins cette tension, etc. Il est là depuis 5 ans, donc il avait eu l'occasion aussi de connaître des gens, de se faire des amis. Et malgré quand même, il y avait des passages tendus. Hein.
des fois, quand on marchait dans la rue avec lui, on sentait il y avait des situations tendues. Mais c'est vrai que lui, il était là depuis 5 ans, donc il avait sa petite maison, donc qu'un Français en fait avait acheté une petite maison là dans la Médina, et le Français lui demandait de garder sa maison, donc il avait un toit, il était là, il connaissait des gens, il s'était fait un peu des amis, donc c'était très différent de Boukalef. Ouais. Donc là, on entend bien qu'il vit dans des conditions difficiles, qu'il y a la question du vivre ensemble également, mais il y a toujours ce projet des migrants de vouloir passer la frontière. On voit à la fin qu'ils sont dans un aéroport, je pense, ok. Et voilà, ce moment-là où on entend des chants, ils ont un espoir. Qu'est-ce que vous avez entendu par rapport à ça? Parce que voilà, le Maroc est une étape dans leur parcours et ils le voient, et en tout cas l'envisagent peut-être comme une étape. Qu'est-ce que vous avez entendu et les personnes que vous avez pu suivre, et donc jusqu'à ce moment de départ vers l'Europe, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Je ne sais pas si vous vous souvenez, c'est vrai qu'il y a un des jeunes qui nous disait là-bas, ce qu'on cherche, c'est l'espoir. Voilà, parce que c'est l'espoir qui nous maintient. Et donc voilà, c'est ce qu'ils cherchent, évidemment, oui, c'est une fois qu'ils sont passés à Ceuta, donc vous verrez, c'est la dernière étape de notre parcours. Donc pour eux, c'est une petite victoire parce qu'ils ont un pied en Europe. Donc c'est l'enclave espagnole qui est au Maroc. Voilà, pour eux, c'est déjà, donc, comme je disais, une petite victoire, même si c'est pas encore gagné. Et ce qui est assuré là-bas, c'est d'avoir un laissez-passer pour Madrid. Après, voilà, c'est vrai qu'il y en a qui attendent plus longtemps que les autres, mais il y en a beaucoup qui arrivent à avoir un laissez-passer et qui vont à Madrid, en tout cas. Et là-bas, ils seront pris en charge pendant quelques mois, le temps de trouver un travail, d'avoir une situation et voilà, d'avoir la chance de construire quelque chose. Et donc, oui, c'est et en voyant à chaque fois d'autres personnes réussir, en fait, c'est ça qui les maintient et qui fait que, voilà, ils restent dans cette positivité, si je peux dire ça comme ça. Et ils ont aussi, malheureusement, une image qui est une image erronée de l'Europe, comme bien souvent dans des pays en Afrique. Ils ont cette image de l'Europe, en fait, où ils vont arriver, où tout va bien se passer, où ils vont avoir une situation financière, etc. Et quand on connaît, en fait, le passage d'après, quand ils arrivent ici, par exemple en Belgique, où ils sont dans un centre fait d'asile pendant 6 mois, et puis que la Belgique leur refuse les papiers et qu'ils n'ont pas le droit à cause du règlement Dublin de demander dans un autre pays, et qui sont renvoyés dans leur pays, ça se passe très souvent, la plupart du temps d'ailleurs. Et donc ça, ils ne savent pas, et quand on essaye de leur dire, souvent, ils ferment les yeux par rapport à ça. Donc voilà, non, écoute, tu racontes des bêtises, quoi. Donc l'image de l'Europe est très erronée, quoi. Et l'image qu'ils véhiculent même eux-mêmes sur les réseaux sociaux par rapport à ce qu'ils vivent, à la réalité. Donc quand nous, on les a vus, qu'on les voit très très mal dans des situations vraiment, et puis qu'on voit qu'ils ont eu un petit accès à Facebook et qu'ils ont mis une image devant la mer, ouais, l'Espagne c'est génial, alors qu'ils sont à Ceuta bloqués depuis 6 mois et qu'ils en ont jusque-là et qu'ils n'en peuvent plus. Voilà, c'est une image erronée, quoi. Ok, merci. On va passer aussi aux autres intervenants. Pour la salle, si vous avez des questions, gardez-les bien en tête, parce qu'après, ce sera à vous de prendre la parole et d'interroger nos intervenants qui sont là le temps d'une soirée. Donc, Madame Azzocchetti, vous êtes donc professeure à l'UCL, vous dispensez un certain nombre de cours ici, et votre terrain donc, était celui du Burkina Faso, Malte et également en Belgique. Vous êtes spécialiste des migrations et en particulier donc, de l'anthropologie des migrations. Donc, en tant qu'anthropologue, vous avez également été amené à rencontrer voilà, des personnes comme Najet et Bertrand. Et voilà, que disent vos terrains? Comment vous avez, voilà, quand vous avez rencontré ces personnes, qu'est-ce que vous avez pu en tirer? Et qu'est-ce que comme témoignage? Ok, merci Anissa. J'avais envie de réagir par rapport aux images et à ce que j'ai entendu qui circulait sur 4 points qui me renvoyaient à mes propres terrains, donc à la fois au Burkina Faso, donc Afrique de l'Ouest, auprès de jeunesse scolarisée, urbaine, qui sont pour la plupart d'entre eux
dans des discussions, au moins dans le rêve de l'Europe en tout cas, et puis des terrains côté européen, à la fois à Malte, qui est un nouveau pays européen, qui est un des pays frontières de l'Europe, qui est un des pays aussi dans lequel on ne peut arriver pour les migrants, en tout cas subsahariens, que par voie maritime et le plus souvent que par naufrage, même plus précisément, puisque la plupart des personnes souhaitent aller en Italie et finalement le naufrage fait qu'elles se retrouvent à Malte, dans ce tout petit pays perdu en Méditerranée, et également des terrains en Belgique, donc quand on espère être enfin au bout de la route, et en fait on ne l'est pas tout à fait. Et donc, il y a 4 choses qui m'ont marqué dans ce qui a été dit là. La première chose, c'est, au tout début, ils disent on est beaucoup de diplômés, on a un bagage intellectuel, on a des connaissances. Et j'avais envie de rebondir là-dessus, parce qu'en fait, de plus en plus, les personnes qui se mettent en route pour chercher la survie ou pour chercher la vie, tout simplement, sont des jeunes, sont diplômés, sont des personnes qui ont en fait énormément de bagages, et il y a vraiment, et moi j'ai beaucoup travaillé ces questions-là, une interrelation justement entre le fait d'étudier, de comprendre le monde, de vouloir y trouver une place à l'égal peut-être des autres et des Européens par exemple, et le fait à un moment donné de décider de se mettre en route. Et donc il y a quelque chose là, et puis il y a évidemment le fait d'aller à l'école, ça donne aussi accès à toute une série de connaissances et de compétences qui sont nécessaires aussi au voyage. Moi j'avais parlé à un moment donné pour les diplômes universitaires au Burkina Faso d'un imaginaire autour du diplôme comme permis de mondialisation. J'ai mon permis de mondialisation, et puis finalement ça ne se concrétise pas. Et donc, il faut que je me mette en route, il faut que j'aille me chercher pour aller trouver ce que j'espérais en me sacrifiant dans ces études. Deuxième chose, et c'est relié, j'avais envie de rebondir sur l'idée de... On part aussi se chercher. Alors, il y a des nuances, évidemment. Quand on a une bombe qui explose et qu'il n'y a plus rien, on embarque ce qu'on peut, on embarque les enfants, le grand-père, la grand-mère, on court, on n'a pas le temps de préparer, on fouille, on ne pense pas. Quand on se met en route dans des logiques plus comme celle de ces jeunes hommes-là, c'est pas pour ça qu'il n'y a pas de politique, c'est pas pour ça qu'on ne fuit pas, que du contraire. Moi, je ne suis pas du tout pour catégoriser les raisons économiques et les raisons politiques. Il y a toujours du politique. Et ils le disent très bien d'ailleurs. Si ça allait bien, si on pouvait être libre de parler comme on le souhaite, de réussir, d'entreprendre les choses que l'on souhaite faire, on ne prendrait pas les risques que l'on prend. Et donc ça m'amène à cette idée de... D'un côté, il y a ce que les jeunes, moi, me racontaient comme une mort sociale. En fait, on est déjà mort. Et donc, qu'est-ce qu'on a à perdre? Donc, on se vit comme déjà mort au pays, parce qu'on a tout sacrifié, parce qu'on a 30 ans, qu'on n'en est nulle part, qu'on ne sait pas rendre aux parents qui attendent, qu'on ne sait pas se marier parce qu'on n'a rien pour se marier, qu'au niveau politique, on n'a pas d'espoir parce qu'on est dans un pays où on a un despote qui est au pouvoir, où tout est corrompu, clientéliste, enfin, toutes des choses que vous connaissez. Et on se vit comme déjà mort. Et donc finalement, moi j'étais avec beaucoup de jeunes qui me racontaient mettre en balance d'un côté la mort sociale et de l'autre côté la mort physique. Et finalement, la mort physique ne pèse pas très lourd, puisqu'on est déjà mort. Et donc dans la prise de risque, une mise en tension finalement de ces deux morts-là, qui sont aussi quelque chose qui permettent de mieux saisir pourquoi on s'embarque dans des chemins via les déserts ou via les mers où on a déjà... Parce qu'on sait que d'autres sont morts avant nous. Et donc on sait que le risque de mort, il est bien réel. Le troisième point, en écoutant votre magnifique reportage, ça me ramenait à cette tension qu'on retrouve, je trouve, dans très, très nombreux récits, entre espoir et désillusion. Donc il y a l'espoir, il y a le rêve, la force du rêve. Et puis, au fur et à mesure de ce qu'on se prend dans la figure et au fur et à mesure des étapes du voyage, il y a une désillusion progressive. Et pour ma part, mais peut-être on pourrait en parler après, moi j'ai plus rencontré vraiment la désillusion une fois qu'on a passé en fait la mer, une fois qu'on est en Europe. Et donc c'est là que tout d'un coup on se prend dans la figure la déconstruction du rêve, avec beaucoup de violence parfois, et qu'on s'écroule aussi parfois, parce qu'il faut dire, il y a beaucoup de souffrance aussi à ce moment-là. On s'écroule parce qu'on réalise qu'on a tout perdu, on est coincé, et on ne peut certainement pas revenir en arrière. D'une part parce qu'il y a la honte par rapport à ceux qu'on a laissés derrière et qui se sont aussi sacrifiés pour qu'on puisse partir, ou qui attendent
de nous tellement de choses parce qu'on est l'espoir. On est justement celui qui a été à l'école, qui va pouvoir peut-être envoyer de l'argent ou faire venir les suivants, ou même en contexte de guerre, l'idée est la même. C'est celui qui va ouvrir le chemin pour les suivants. Donc tout ce qui repose sur cette personne. Et puis finalement, on se retrouve dans une impossibilité parce qu'on est dans une zone de non-droit, quoi. On n'est pas reconnu, on n'a pas de droit. Et c'est à ce moment-là qu'on s'effondre. Moi, j'ai parlé à propos de Malte. Il faut savoir à Malte qu'on est dans une logique inversée de ce qui se passe par exemple en Belgique, c'est-à-dire qu'on est enfermé dès l'arrivée. Puisque comme on arrive par bateau, on est considéré comme illégal d'emblée, même si on est syrien par exemple, pour prendre quelque chose que tout le monde connaît pour le moment. Et donc on est d'abord enfermé en centre fermé. Le centre ouvert vient dans un deuxième temps. Et on est enfermé entre 12 et 18 mois. Et si on vient d'Afrique de l'Ouest, comme la plupart des personnes que vous avez rencontrées, on est d'emblée enfermé 18 mois, puisqu'il n'y a aucune chance d'obtenir des droits et d'être reconnu. Et donc, moins on a de chances d'être reconnu, plus on est enfermé longtemps. Et c'est un enfermement très dur, vraiment. C'est vraiment le centre fermé, donc je veux dire, on n'apprend même pas l'anglais, par exemple, ce qui ferait sens quand même, puisqu'on est enfermé 18 mois et qu'après, on ne va quand même pas pouvoir repartir, et donc apprendre l'anglais, ce serait peut-être le minimum. Mais ça se fait pas. Et moi, j'ai parlé de la transformation de l'homme et voire même du corps debout en un homme un corps à genoux. Parce que pour se mettre en route, pour monter sur un rafio en Méditerranée alors qu'on ne sait pas nager et que si on vient, je ne sais pas, du Burkina par exemple, on n'a jamais vu la mer, faut quand même être sacrément... Enfin, je veux dire, moi je ne le ferais pas, quoi. Hein, voilà. Et après, on a 18 mois où on se prend dans la figure, mais qu'on n'est rien et qu'on n'obtiendra rien. Et quand on sort de là, on est bien abîmé, quoi. Alors on peut se relever quand même, heureusement, mais il y a quelque chose là de... Moi, je parle de déshumanisation, mais on pourrait aussi en discuter. Et le quatrième point que je trouvais très intéressant dans ce qui vous a été dit, dans ce que vous avez fait, il y a plein de choses, hein, mais c'est... Il y en a un qui dit... De toute manière, avec son histoire de voiture d'un côté, j'ai oublié la phrase, elle était magnifique, donc je ne vais pas essayer de la... Voilà, et donc il en arrive à dire on est appelé à marcher ensemble. Et donc c'est toute cette interrelation entre le continent européen et africain, qui est en fait déjà sur le plan historique est de l'ordre d'une évidence. Ça fait 500 ans qu'on n'existe pas l'un sans l'autre, à minima. Donc déjà, ça serait quand même peut-être bien. Et ça rebondit sur ce que tu disais en introduction, Tatiana, avec le lien entre migration et colonie. Bon, voilà, ça c'est déjà la première chose. Et donc clairement, cette espèce d'hypocrisie autour de cette question, parce que si on pense à l'Europe et à la Belgique, les personnes qui ont le moins de possibilités légalisées d'arriver sur notre territoire, c'est les personnes en provenance d'Afrique et d'Afrique subsaharienne en particulier. Et donc, voilà, peut-être je vais m'arrêter là, mais merci beaucoup pour votre reportage. Merci à vous pour votre témoignage. On va passer à Monsieur Maroulo, qui est metteur en scène et qui réalise une pièce de théâtre sur l'esclavagisme moderne, c'est ça ? Et donc, vous mettez... je vais vous laisser expliquer la pièce de théâtre. Et donc, de quelle manière, justement, par l'art, vous réussissez également à faire témoigner et à parler du thème des migrations, mais aussi d'un autre côté, parce que d'une autre réalité qui se passe également en Belgique, parce que l'esclavage moderne... je pense qu'il y a également eu un reportage sur la RTBF, justement, où on montrait les personnes qui récoltent dans des champs qui sont justement sans papier, considérés comme illégaux, mais pourtant, c'est ceux qui participent à ramasser nos fruits et légumes et qui arrivent jusqu'à nos supermarchés. Oui. Bonsoir à tous. Je m'appelle Pietro Maroulo et au mois de février, on présente au Théâtre Variat de Bruxelles un spectacle qui s'appelle Arrange Avoid Shooting Blacks, qui veut dire orange comme le fruit, éviter de tirer sur le noir. De quoi ça parle ? Ça parle des migrants qui ont traversé l'Afrique, qui ont passé du temps à Ceuta ou à Melilla ou n'importe quelle autre porte de l'Europe, qui ont traversé la Méditerranée, qui sont arrivés peut-être à Lampedusa, qui ont passé du temps à Lampedusa, disons ça, qui après, voilà, soit ils ont obtenu quelque chose, soit pas, généralement pas. Donc on les fait sortir du centre et on les lâche dans la nature. Et le spectacle se concentre sur une partie de ces gens qui, pour survivre, doivent trouver du travail
Et parmi les travails qu'ils trouvent, ou qu'on l'offre, c'est dans l'agriculture. Bien évidemment, ils n'ont pas de droit au travail, pas de carte d'identité, pas de droit au logement, pas de droit à la santé. En tout cas, en Italie, depuis 2008. Voilà. Avant, il y avait une aide spéciale, maintenant, il n'y a plus. Et donc, qu'est-ce qu'on fait en Italie depuis 20 ans? On pense bien de faire cultiver la terre à des gens qui ont besoin de travail. Et comme ça, on le paye vraiment, rien du tout. Et eux peuvent survivre, construisent des bidonvilles. Donc ils logent dans les champs où il y a un eau, une électricité, où on dirait que, voilà, je sais pas, moi quand j'étais petit, j'avais vu un reportage sur Nairobi, les bidonvilles de Nairobi, donc j'ai grandi avec cette image-là. Puis j'ai visité les bidonvilles dans les Pouilles, et en fait je pensais d'être en Nairobi, mais en fait c'était en Italie. Et parfois, donc ils travaillent, ils sont mal payés, ils vivent mal, ils attendent. Et il y a un système, comme on disait, de racisme qui est complexe à expliquer. Oui, l'Italie, c'est un pays raciste, donc quelqu'un qui a la peau différente de la nôtre, c'est un monstre, on le voit mal. Et en plus, il y a un système, disons, de violence qui se met en route, donc on leur fait violence physique pour contrôle du territoire, pour éviter qu'ils puissent prétendre des choses. Et parfois, on tue quelqu'un, et parfois, il s'énerve, il se révolte. Donc c'est comme ça qu'en 2010, j'étais en Italie, au journal télé, j'ai assisté à un reportage où je voyais des Africains, une centaine, qui se révoltaient dans un petit village de la Calabre, au sud de l'Italie. Et pour moi, c'était comme voir les Martiens débarquer sur Terre. Jamais j'ai pu associer le mot africain, révolte, petit village de l'Italie. Donc je me suis interrogé, mais qu'est-ce qui se passe? Je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? Et je suis parti voir, et j'ai découvert en fait qu'il n'y a plus un Italien qui travaille la terre, mais en fait, il n'y a que des migrants qui n'ont pas de droits qu'on exploite. Et j'ai parlé avec eux. Et je pense, c'est là que j'ai compris une chose, c'est quand un garçon de 21 ans, qui venait de la Côte d'Ivoire, il me dit, tu sais, mon père, à la Côte d'Ivoire, il était cultivateur de cola. Puis, son usine, son entreprise a fait faillite, parce qu'il y a sûrement d'autres entreprises, peut-être chinoises, ou peut-être américaines, ou européennes, qui sont plus fortes, plus compétitives. Et du coup, on n'avait pas de quoi manger. Et moi, j'étais le seul garçon de la famille. J'ai dû partir. Donc, il a fait toute la traversée, arriver en Italie, blablabla. Et là, j'ai compris en fait. Donc, lui, qui est en Europe, cultiver les oranges, les tomates que nous, on achète au Carrefour, il est fils d'un cultivateur qui ne peut plus cultiver en Afrique. Et je pense que ça, c'est vraiment un élément important pour comprendre pas seulement les questions liées à les motivations du départ, mais aussi les questions liées à une autre motivation, ou les motivations de notre système, notre bulle gâtée dans laquelle on vit, qui permet l'émergence de ce genre de phénomène. Donc on rentre dans une question alimentaire qui est la nôtre, mais qui est aussi la leur, sur laquelle il faut réfléchir et il faut voir avec l'aide de tout le monde, mais tout le monde, il faut vraiment que tout le monde met une partie de son énergie, de son temps, comme vous êtes en train de le faire, pour comprendre, en fait, comment on pourrait faire différemment, comment on pourrait manger différemment, comment on pourrait prétendre effectivement Carrefour, Auchan, qui doivent signer des cartes éthiques en disant, voilà, les produits qu'on vend, on vous assure, ils sont bons, ils viennent d'Italie où on mange bien, et surtout, ont été produits avec le respect des droits de l'homme. Et ben, comment faire en sorte que ces gens-là puissent vraiment vendre sur le marché ces genres de choses? Comment on peut faire en sorte que
toutes les questions. Il y a des centres d'accueil qui ne soient pas des endroits terrifiants. Comment on peut faire en sorte qu'on puisse aller de l'autre côté de la Méditerranée, expliquer, parler, réparer, faire autrement, faire en sorte qu'eux aussi puissent prendre la parole et tout ça. Donc c'est de ça que parle le spectacle, qui, je vais dire un petit mot sur le spectacle, qui n'est pas une pièce documentariste, donc comme un reportage ou une expo, ou voilà, qui peut bien expliquer les choses, mais c'est une expérience. Donc j'invite un public européen que je suppose n'est pas très au courant, que je suppose qui par contre est intéressé, qui se pose peut-être des questions, voilà. Je l'invite à faire une expérience esthétique pour qu'il puisse descendre dans des endroits profonds de son âme et à réveiller quelque chose. Voilà. Donc, on vous attend au mois de février. Voilà. Et donc, vous avez rencontré pour réaliser cette pièce des personnes. Enfin, c'est de par votre expérience en Italie que vous avez réalisé cette pièce de théâtre. Oui, c'est un long voyage, donc qui a commencé en 2010 par la télévision. Et puis la moindre des choses, c'était aller sur place et rencontrer les gens. Bien évidemment, je ne suis pas allé en Espagne, en Andalousie, ou en Grèce, ou en France. Je me suis simplement documenté, mais vous pouvez chercher sur Google. Voilà. L'Espagne, c'est la même chose. La Grèce, c'est la même chose. La France, c'est la même chose. Je veux dire, c'est une question européenne. Géographiquement, ça se passe en Europe partout. Ça se passe dans nos jardins, si vous voulez. Et c'est aussi une question européenne parce que la marchandise circule. Donc un phénomène local, comme peut être une petite révolte en Calabre, en fait, a un lien avec... je suis désolé pour Carrefour, mais je vais le citer encore. Voilà, avec le Carrefour du coin, quoi. Je parle de Carrefour parce qu'il y a eu un reportage en 2012 sur Carrefour Auchan, justement, qui faisait le lien avec le sud de l'Europe. Ok, merci. Donc, si vous avez des questions après, gardez-les bien. Je répète, comme ça, vous pourrez les interroger les différents intervenants. Donc, Monsieur Hensmans, qui est directeur de la section francophone belge Amnesty International. Donc, Amnesty est également engagé par rapport à la question des migrants, et vous avez également mené des campagnes en Belgique et ailleurs. Donc, je vous laisse la parole pour nous en parler. Il y a des jours où on est fatigué parce qu'on se dit, ça fait tellement longtemps qu'on dit ça. Et puis, bon, il faut le répéter parce que les gens n'ont pas l'occasion d'avoir accès à tout ça. Et je voyais l'exposition et ça me fait penser évidemment à un film que j'ai revu pour la deuxième ou troisième fois la semaine passée avant de participer à un débat qui s'appelle The Land Between, qui est extraordinaire, qui montre la situation de ces mêmes migrants, mais qui sont du côté de Melilla alors, et qui vivent dans les montagnes, et qui construisent des habits précaires, vraiment des bidonvilles, mais qui sont détruits une fois par semaine par la police. Ils sont blessés, ils se cassent, enfin, ils sont en très mauvais état. Et à chaque fois, on se dit, en voyant ça, mais dans le fond, Ceuta et Melilla, ce sont probablement les meilleures images qu'on puisse avoir de l'Europe, dans un sens. C'est-à-dire qu'au plus, il y a des migrants qui arrivent à passer au-dessus des barrières, hein, ce sont des barrières, au plus on va monter les barrières. Et comme disait très bien quelqu'un l'autre jour dans un débat, si vous faites une barrière de 4 mètres de haut, il y aura toujours une échelle de 4,50 mètres. Hein, pour passer au-dessus, surtout quand, comme vous l'avez dit, on risque sa vie, parce que de toute façon, on n'a plus de vie. Hein, on est déjà passé à travers le désert, pour la plupart, hein, en risquant sa vie, en étant aux mains des passeurs, en étant parfois abandonné au milieu du désert. Et ça existe depuis des années. Je crois qu'on estime à 80 000 le nombre de subsahariens qui se trouvent au Maroc aujourd'hui. Alors, il y a deux catégories, ceux qui n'osent plus retourner chez eux non plus parce que c'est un échec, hein, de n'avoir pas réussi à passer. Et donc, on est parti avec toutes les économies de toute la famille, en général, pour pouvoir aller de l'autre côté.
et puis après renvoyer la balle. On estime qu'il y a 100 milliards de dollars qui sont renvoyés vers leur pays d'origine par les migrants qui se trouvent en Europe chaque année, dont les 2/3 vont vers les pays en dehors de l'Union européenne, donc vers l'Afrique pour la plupart. Et donc ils sont partis avec tous les espoirs de la famille, pas seulement le leur, mais les espoirs de leur famille, et de la famille élargie en général. Donc non seulement ils ont fait des études, la famille a investi pour qu'ils puissent faire leurs études, mais en plus de ça, ils se sont cotisés pour qu'ils puissent partir. Et là, ils se retrouvent et ils se rendent bien compte que quand même, ça va être quasiment impossible d'y rentrer. Et même quand on arrive en Grèce, par exemple, la Grèce, non seulement ils n'ont jamais payé d'impôts, mais en plus, ils ont toujours été les plus salauds de l'Union européenne en ce qui concerne les migrants. Hein? Ça fait des années, avant la crise, avant tout ce qui s'est passé au niveau des relations tendues entre la Grèce et le reste de l'Union européenne. On sortait des rapports chaque année pour parler de 0,9% de migrants reconnus sur les 100% qui rentraient en Grèce dans des camps de concentration, littéralement, avec des conditions de détention mais inouïes. Ça, c'était l'Union européenne déjà, il y a 10 ans. Et ça continue, ça ne fait que augmenter. À l'époque, c'est vrai, il y en avait moins, on en parlait moins. Il a fallu qu'il en meure beaucoup. C'est la règle du mort kilométrique qu'on connaît bien en journalisme. Pour qu'on parle, au plus c'est loin, au plus il faut de morts, sauf s'il y a un Belge dedans. Ça, c'est la règle du mort kilométrique. Et donc, si on veut qu'on parle d'une situation, il faut qu'il y en ait beaucoup qui meurent. Il a fallu qu'il y en ait 3000 qui meurent en début d'année pour qu'on se dise, dans le fond, l'opération que les Italiens avaient mis en place l'année passée n'était pas si mauvaise que ça. Donc Frontex, on va un peu changer l'opération. Mare Nostrum était quand même la bonne voie à suivre, et donc on va faire la même chose, mais toujours dans l'espoir de les renvoyer. Et donc, on se retrouve devant, d'ailleurs, vous avez peut-être vu, le Conseil de l'Europe qui décide, OK, on va se répartir, je ne sais plus combien c'était 120 000, je pense, 120 000 réfugiés en Europe. On va se les répartir entre nous. Ça, c'est la décision qu'on prend lors du Conseil des ministres. Et puis, lorsqu'il y a le Conseil, alors le lendemain, le Conseil avec les chefs d'État, là, on décide qu'on va renforcer les frontières encore. Et alors qu'il y en a 400 000 qui sont rentrés en Grèce depuis le début de l'année. Et que nous, ça fait 2 ans qu'on est en train de taper du poing sur la table, en train de dire, attention, il y en a 4 millions qui se trouvent à l'extérieur de la Syrie, rien que pour la Syrie. Il y en a 4 millions qui se trouvent là. Il y en a 1,5 million au Liban qui avait déjà les réfugiés palestiniens avant. Et vous espérez qu'ils vont rester là. Alors, la réponse qu'on a reçue encore au sommet européen, c'est de dire oui, on va leur donner un peu plus de fric, comme ça les rations seront meilleures dans les camps. C'est littéralement ce qu'on nous a dit. Et donc, ce qu'on se rend compte, et je ne vais pas le faire très très long parce que c'est vrai que vous avez déjà sûrement entendu beaucoup de choses, il y a eu beaucoup d'informations ces derniers temps. Je pense qu'on est en train de tous virer à la Donald Trump. On devient les vieux cons. Non, ce n'est pas une blague. En tout cas, on nous prend pour des vieux cons. On est en train de refermer les frontières autour de nous, mais on ne se rend pas compte qu'on est en train de mourir derrière nos frontières. On devient vieux. On devient vieux, et ce n'est pas en augmentant 2 ans l'âge de la pension qu'on va arriver à les payer les pensions. Tous les états-majors de partis politiques en Belgique savent, comme dans toute l'Europe, qu'il faudrait faire rentrer 1 million de jeunes gens forts et musclés dans l'Union européenne pendant 20 ans pour rattraper le déséquilibre démographique. Mais on n'ose plus vous le dire, parce qu'ils ont tellement joué en tablant tellement sur les vertus du populisme qu'aujourd'hui, ils seraient obligés de revenir complètement en arrière par rapport à ce qu'ils vous ont dit, ce qu'ils nous ont dit depuis des années maintenant, et de ce poison qui pourrit la vie politique depuis des années. Et c'est tellement vrai qu'on est en train... moi, je peux vous donner un tout petit exemple, et je vais terminer par là, quand je dis on devient des vieux cons qui vont mourir à l'intérieur de leur petit jardinet. C'est que lorsque, à Amnesty, on fait des réunions internationales aujourd'hui, eh bien, de plus en plus, on ne les fait plus en Europe. Parce que c'est tellement difficile d'avoir un visa pour quelqu'un qui travaille en Amérique latine, quelqu'un qui travaille en Afrique ou qui travaille en Asie, qui ne peut plus venir en Europe. Eh bien, nous faisons nos réunions à l'extérieur de l'Europe aujourd'hui. Et donc, après ça, nos gouvernements vont se demander comment ça se fait que le nombre de touristes diminue. Ben oui, c'est normal. On a fermé nos frontières. Et fermer nos frontières, ce n'est pas seulement ceux qui veulent nous voler notre pain, c'est ceux qui nous apportent du pognon en visitant notre pays.
Et c'est ça l'erreur qu'on est en train de faire. Et donc voilà, je crois que c'est le drame qu'on est en train de vivre, et on ne se rend pas compte que le drame, ce n'est pas seulement le drame de ceux qui meurent en Méditerranée, c'est celui d'une civilisation qui est en train de disparaître parce qu'elle est incapable de s'ouvrir comme elle l'a fait par le passé. Et ce qui est triste aussi, ça c'est d'un point de vue militant, c'est qu'il a fallu qu'Angela Merkel dise « venez chez nous » pour que les militants se réveillent ici. Et en étant un peu provocateur, je dirais, on a commencé à se bouger le cul pour faire quelque chose pour les réfugiés ici lorsqu'ils sont arrivés, lorsqu'ils campaient dans nos parcs. Mais avant ça, on n'a rien fait. Il a fallu qu'on les ait devant nous, c'est de nouveau la règle du mort kilométrique. Il a fallu qu'ils pouvaient se noyer comme on voulait en Méditerranée, c'était dommage, on voyait les images au JT, c'était triste, mais c'était tout. Et une fois qu'ils étaient dans nos parcs, alors on voulait bien apporter de l'eau, des langes et des couvertures. Je ne nie pas, c'est un très beau travail que les bénévoles ont fait au parc Maximilien, c'est vraiment pas ça la question. Mais il a fallu qu'ils soient là pour qu'on les voie. Et ça, tant qu'on fonctionnera comme ça, eh bien, il y a des générations entières qui se noieront en Méditerranée parce qu'ils voudront toujours venir, parce que, comme tu l'as dit, ils sont morts socialement déjà, ou économiquement. Voilà. Merci. Donc, nous allons passer aux questions de la salle. Je vais demander aux personnes qui ont des questions de lever la main. Il y a un micro mobile qui se balade. Et voilà, la parole est à vous. Oui, ça peut être des questions et des réflexions, que disait Tatiana. Donc, c'est pas forcément... voilà. Tout est possible. Donc, des questions ou des réflexions. Voilà. J'ai une question à monsieur, je n'ai pas retenu votre nom, mais donc j'imagine qu'au sein d'Amnesty, vous devez sans doute faire des études sur aussi des solutions, pas juste analyser le problème. Quelle serait une solution idéale à ce problème aujourd'hui? Comment est-ce qu'il faudrait faire? Est-ce qu'il faudrait ouvrir complètement les frontières, accueillir tout le monde? On ne reçoit pas de solutions, enfin, ou de propositions de solutions par rapport à ces problématiques, à part les décrire, et des solutions réalistes aussi. C'est ça qu'on cherche. Mais si on prend la question des réfugiés pour la Syrie et l'Irak aujourd'hui, il y a 7 millions de personnes déplacées, 3 millions internes, 4 millions à l'extérieur. Le HCR l'a annoncé, et le HCR a dit à l'Union européenne, il y a probablement 1 million de réfugiés qu'il faudrait que l'Union européenne prenne. L'Union européenne, c'est 500 millions d'habitants. Ça veut dire que s'il y avait une politique globale, et c'est encore une fois une bonne image de ce qu'est l'Union européenne aujourd'hui. Hein. L'Union européenne, c'est dès lors qu'on essaie de mettre quelque chose ensemble, de réaliser une politique ensemble, c'est la politique du plus petit commun dénominateur, et de toute façon, c'est dans chaque capitale qu'on décide de ce qu'on fait. Sinon, il n'y aurait pas la Hongrie et un autre Donald Trump là, qui s'y trouve déjà. Et donc, ça veut dire que économiquement et en termes d'infrastructure, l'Europe a de quoi accueillir 1 million de réfugiés. Elle a ça. Il y a 500 millions d'habitants pour 1 million, c'est rien. Et c'est même nécessaire. Et donc, la solution, elle existe. Et la solution, alors tout doucement, on a vu apparaître l'idée que, oui, il faut mettre des frontières, alors on va mettre des hotspots maintenant pour essayer de recevoir les gens. Il faut ouvrir les frontières. Ou en tout cas, il faut faire en sorte que pour quiconque veut venir en Europe, il ne soit pas obligé de se noyer en Méditerranée ou de grimper au-dessus des barrières. Si il peut y avoir des processus qui sont des processus où je demande un visa, je viens, je demande l'asile ou je ne demande pas l'asile, bref, où je peux circuler comme il faut. Certains vont plus loin, on n'est pas encore allé jusque-là, nous, de ce côté-là, mais si on écoute François Chemaine, par exemple, ou des gens comme ça, qui disent, si on ouvre les frontières, il y a des analyses qui ont été faites par des chercheurs en disant, qu'est-ce qui se passerait si l'Union européenne ouvrait ses frontières? Alors les gens imaginent un flux, on va être envahi, ça y est, il ne restera plus rien à manger le lendemain. En fait, le nombre de migrants en Europe va diminuer. Et pourquoi? Parce que, comme je disais tout à l'heure, il y a des frontières. Et si moi j'ai réussi à venir m'installer en Europe, à travailler,
Mais j'ai quand même, je suis devenu grand-père, j'ai envie d'une fois retourner dans ma famille la voir. Je n'ose pas y retourner parce que je ne suis pas sûr de pouvoir revenir en Belgique. Et que donc, en fait, il y a un grand nombre de migrants qui se trouvent aujourd'hui en Europe qui aimeraient bien pouvoir retourner dans leur pays d'origine, mais qui n'osent pas. Et donc voilà, c'est quelque chose de complexe, hein, c'est pas évident, mais on est dans un monde de la mondialisation et il n'y a rien à faire. Il n'y a pas que les marchandises qui vont circuler, il y a les hommes aussi, les femmes. Et donc, les solutions, elles sont là. Les moyens, on les a. Les ressources, on les a. On ne va pas accueillir toute la misère du monde, on va accueillir une bonne partie de la richesse du monde. Hein, et on le voit bien avec la qualité. Un autre petit exemple que je vais donner, c'est quand on discute avec des humanitaires aujourd'hui, hein, on a l'image du médecin sans frontières, jeune, dynamique, beau, blond, qui va sur le terrain et qui va aider. Eh bien, ils n'en ont plus besoin. Ce qu'ils ont besoin, c'est des vieux gynécos spécialisés, hein, des spécialistes, parce que des jeunes médecins, ils en ont partout en Afrique aujourd'hui. Donc la question c'est vraiment celle-là. La connaissance, la formation existe. L'Afrique est en croissance, hein, il y a souvent une croissance à 2 chiffres, mais tous les résultats vont dans les poches de quelques-uns. Moi, ça m'a frappé l'autre jour, je voyais Hollande qui avait signé un contrat pétrolier en Angola. Alors l'Angola, on dit, le premier pays africain où il y a une femme milliardaire. C'est la fille du président. Mais c'est le pays aussi où la mortalité infantile est la plus élevée de toute l'Afrique. Parce que tout l'argent va dans les poches de la seule. S'il y a une milliardaire, il faut bien que l'argent vienne de quelque part. Donc voilà, les ressources, on les a, les solutions, on les a. D'ailleurs, Amnesty ne sort jamais un rapport sans faire des propositions derrière, mais il faut le courage politique de les mettre en œuvre. Et par rapport à ça, moi j'avais juste un petit mot. J'ai la chance de pouvoir suivre un cours avec M. Martiniello, qui est spécialiste également en migration et qui justement la semaine passée nous expliquait l'importance des chiffres lorsqu'on parle des migrations et tous les chiffres qu'on nous sort à chaque fois, des millions de réfugiés, et voilà. Et il nous a posé la question, est-ce que vous trouvez normal, est-ce que c'est normal de migrer? Et dans ma classe, en fait, il n'y a que des Erasmus parce que c'est un master en anglais. Donc les Erasmus, évidemment, ils disent oui, c'est normal de migrer parce qu'on a la possibilité de voyager. Donc, le prof, en fait, il nous dit, pour parler en chiffres encore, il faut savoir que lorsqu'on parle de migration internationale, toute migration confondue, donc sans catégoriser, hein, réfugiés, tourisme, expat, internationalement parlant, il n'y a que 6% de migration internationale. Et on était là, donc, c'est pas si normal que ça de migrer, en fait. On n'est pas autant à migrer dans le monde. Et donc, il faut, je pense aussi, comme il le disait, des fois aussi se poser la question de pourquoi des gens migrent et où ils souhaitent aller, mais surtout de pourquoi et de où on migre. Et pour aller où aussi. Et il faut recontextualiser et aussi voir qu'est-ce qu'il en est réellement, parce qu'on entend beaucoup de choses, on entend même beaucoup trop de choses, et on ne sait plus ce qui est réellement vrai et ce qui ne l'est pas. Et sur les questions de migration, comme monsieur l'a dit, c'est des questions qui sont aussi... on a touché à un populisme. Il ne faut pas oublier que nos politiques sont idéologiques, en fait. Et si elles sont idéologiques, ce qui était idéologique avant ne l'est peut-être plus aujourd'hui, et qu'il est peut-être temps de... il y a une autre génération qui arrive, et peut-être avec une autre vision de voir les choses, et peut-être que justement cette idéologie qui fonctionnait ou passait avant ne fonctionne plus et ne passera plus aujourd'hui. Et voilà. D'où le rôle d'une pièce de théâtre comme tu vas faire, ou d'un reportage comme ça, ou de toutes les campagnes de sensibilisation, parce que si on veut que cette façon de fonctionner populiste ne fonctionne plus comme ça, il faut que les gens sachent, il faut que les gens le disent autour d'eux. Voilà, moi j'ai vu un reportage, moi je sais comment ça fonctionne. Il faut se poser la question, est-ce que c'est normal qu'une personne comme Maggie de Bloch soit aussi populaire en Belgique? À mon avis, je crois que Franken sera très populaire demain aussi. Voilà, c'est pas normal et c'est à nous, c'est notre petit rôle citoyen aussi de faire en sorte que ces gens-là ne soient pas populaires et justement de montrer à nos politiciens qu'on n'a plus envie d'entendre ces discours populistes et qu'on a envie que ça change. Moi, je voudrais aussi ajouter une chose, parce que on voit souvent la chose du côté
les migrants ont un problème. Il y a un migrant qui est mort. Il y a le problème migration. Ils émigrent. Alors que je pense, nous, on doit essayer quand même de dire c'est quoi mon problème en fait. C'est pas que moi je suis bien et eux ils ont un problème. C'est cet effort-là. C'est aussi un moyen pour échapper au discours qu'on appelle populiste. C'est dire il suffit pas ouvrir les frontières dans un sens. Il suffit pas donner des droits. C'est des systèmes qui ne marchent pas. Il faut aussi peut-être changer les choses là-bas et changer notre façon de vivre. Donc il faut comprendre indirectement, involontairement, je ne sais pas comment appeler ça, inconsciemment, oniriquement, notre façon de vivre, qu'est-ce que engendre, qu'est-ce que produit. C'est une espèce de lutte avec l'invisible. Il faut vraiment se conscientiser. On achète ça, se conscientiser. Parce qu'effectivement, il y a des solutions. On peut ouvrir, bien sûr, on peut ouvrir les frontières, mais on va continuer à bombarder ou je sais pas quoi, il y aura encore plus de monde. Je voudrais pas ça comme solution, ce serait une espèce de tampon quoi, dans un sens. Je pense on vit, nous, ma génération en tout cas, je pense, on vit votre génération pouvait parler de futur, quelque chose qui avance. Nous, on parle peut-être de avenir, quelque chose qui vient vers nous en fait. Il y a une espèce de changement de paradigme en fait. On ne peut plus faire des pronostics comme ça d'expansion. Il faut commencer à retravailler à l'intérieur et réorganiser les choses. Mais ça doit se passer au niveau politique, mais au niveau nôtre, quoi. De la vie de tous les gens, de tous les jours. En fait, je pense que je fais du théâtre pour que cette chose, ça se réactive au niveau du tissu social, en fait. C'est parce que je peux parler avec vous, c'est parce que... mais c'est pas parce que j'ai la solution, c'est parce qu'on va la trouver ensemble, on va la faire ensemble. Je suis sûr que parmi vous, il y a quelqu'un qui a une petite idée, qui va se mettre en connexion avec le jeune garçon qui est là, qui a une autre petite idée. Peut-être qu'il y a une association qui va naître, qui a une idée, que quelqu'un au Japon va... C'est en ça que je crois. Je n'attends pas que quelqu'un arrive avec un décret, quoi. Je veux dire... Voilà. Merci. Il y a une question. Il y a quelqu'un ici. Ok, ça va. Oui, une petite réflexion. C'est vrai que Philippe Hensman a été un peu dur, mais on pourrait être dur ensemble sur un certain nombre de choses. J'ai quand même parlé de ce qui s'est passé en 2009 ici sur le site, avec l'arrivée des Guinéens, à la demande des étudiants de l'ULB qui étaient submergés depuis des mois et des mois dans les occupations de locaux. Je rappelle l'histoire parce que l'histoire a de l'importance. Et on en a accueilli 31 sur le site. Petite histoire, suivant les vagues, faites attention à la question des diplômes. C'est vrai pour certains, c'est totalement faux pour d'autres. Les Guinéens de l'époque, les Nigérians et les types qui venaient du Niger et les quelques autres de Mauritanie et du Maroc étaient très peu diplômés. Et c'est vrai qu'eux ont beaucoup plus difficile à se faire reconnaître. Il y a eu un élan de solidarité d'une partie des étudiants de l'AGL, Quota Projet et compagnie, mais c'est un peu ce que Philippe veut dire, ce sont des solidarités qui sont limitées dans le temps. Il y a une partie d'émotion, et puis elle s'éteint, et elle ne se continue pas. Aujourd'hui, certains traitent toujours des dossiers de 2009 d'illégaux qui sont nomades en Belgique, qui passent par le 127 bis qu'on parvient à faire sortir par quelques arguties parfois, et qui sont toujours là ici en Belgique. Et je vais quand même faire un peu d'analyse. Sur les 31, il y en restait 12 à régulariser par les critères travail et insertion dans la société, mais cumulés. Eh bien, il n'y a pas eu une proposition de travail dans cette université qui a 5000 membres de personnel, combien de milliers d'heures de jobistes par année par rapport à ces personnes-là. Les seules propositions qu'on a eues, c'est des connexes de la ville, centre culturel, enfin une série d'autres. C'est là-dessus que j'ai envie d'attirer l'attention.
Et je sais en même temps qu'on réagit à l'émotion, et c'est un peu ce qui est en train de se passer. Donc c'est important ce qui est en train de se faire, que ce soit l'expo. Je voudrais rappeler que l'année passée, non pas l'année passée, c'était en février-mars, il y a eu un gros festival Vis-à-vis sur Louvain-la-Neuve. Il y en a qui sont au courant, qui ont participé. Vous devez savoir que dans cette université, on n'a pas eu l'appui du rectorat. Et comme on n'a pas l'appui du rectorat, il n'y a pas de subside de culture UCL culture, pardon, en ce sens-là. La dynamique continue. Elle s'est relancée jeudi passé. Il y a eu une réunion au studio Agora, où il y avait une 70aine de personnes, où ceux qui étaient dans la phase précédente ont essayé de relancer une dynamique. On est à peu près 70-80 personnes dans la salle. Avec deux choses, essayer de développer une solidarité dans l'actualité présente. Et la deuxième chose, réfléchir, est-ce qu'on refait un festival vis-à-vis bis pour continuer à mobiliser les gens. Donc, à la fois, je suis parfois très critique, et parfois même plus que toi sur un certain nombre d'exemples, tellement j'en ai, mais je vais faire de l'analyse immédiate. Votre recteur, dans son discours, à la rentrée académique, a parlé de solidarité. La patate a été remise dans les mains de Marc Litz tout de suite. Et depuis la semaine passée, chez le vice-recteur des affaires étudiantes. On est dans le même processus qu'en 2009. On fait un grand discours, et puis on le met dans l'affaire relationnelle avec les étudiants et les quotas projets. Et donc là-dessus, j'aimerais bien qu'on réfléchisse et qu'on travaille. Dans cette ville, il y a assez de monde, il y a assez de fric, il y a assez de possibilités de logement. L'université n'a toujours pas répondu au CPS, sur le CPS d'Autigny qui demande est-ce qu'on peut leur fournir des logements pour qu'ils les prennent en charge dans le cadre des subventions. Il y en avait 12 il y a 15 jours, il y en a 24. J'ai eu l'information hier. Toujours pas, sauf sur les initiatives privées ou les initiatives de la commune, mais toujours pas sur le plan de l'UCL. On ne va pas me dire que dans un mastodonte qui se targue d'être la plus grande université de la francophonie, si pas de Belgique, il n'y a pas moyen de trouver des solutions. Ben moi, j'en appelle aux étudiants, je vois des étudiants ici, pour rejoindre Contact Codiso, qui est un peu l'initiateur de ce qui s'est passé jeudi passé, avec l'AGL, avec un soutien peut-être même plus fort qu'en 2009 de l'AGL, pour qu'on crée un mouvement. Et j'appelle les académiques, parce que jeudi passé, il y en avait 2 dans la salle, et 2 profs de haute école. Vous comprenez ce que je veux dire? Je pense que de ce côté-là, aussi en 2009, on a été un peu victime d'un non-soutien. Et je sais que ça reviendra. Maintenant, sur la question de fond, tu as répondu, j'ai tout traité. Enfin bon. Mais la question, c'est aussi ce qu'on fait. La question de l'Irak, elle n'est pas nouvelle. Hein. Désolé. Hein. On va peut-être prendre 2 ou 3 questions et puis on laisse... Ça vous va? Oui. Moi, je voudrais simplement réagir. Donc, je suis tout à fait d'accord avec le fait qu'il faut accueillir les réfugiés. Simplement, je trouve qu'on met tous les réfugiés dans une seule catégorie. On dit, voilà, ce sont des réfugiés. Or, j'ai eu l'occasion de discuter avec plusieurs réfugiés et j'ai été dans un centre de réfugiés et ils ne sont pas tous réfugiés pour la même raison. Il y en a qui ont fui la mort, qui ont fui leur pays et qui ont envie d'y retourner, mais c'est juste pas possible. Il y en a d'autres qui voudraient découvrir l'Europe et qui donc cherchent des papiers. Donc ils arrivent dans un pays d'Europe et tout ce qu'ils veulent, ils ont de l'argent, ils ont un travail chez eux et tout, mais ils voudraient juste voyager. Et il y en a d'autres à qui on vend l'idée de l'Europe où ils s'épanouiront mieux. Et donc je pense qu'il faudrait plutôt trouver des solutions à la source, parce que si par exemple le conflit syrien continue, l'Europe ne va pas pouvoir accueillir toute la population de la Syrie non plus. Moi, ma conviction par rapport à la Syrie, c'est que les États-Unis y gagnent quand même beaucoup, parce que l'Europe est très préoccupée par les réfugiés. De plus, le prix du pétrole a diminué. Ça les arrange bien qu'il y ait un conflit là-bas. Donc, politiquement, je pense qu'il y aurait moyen de trouver certaines solutions au conflit. Et je pense que c'est la première solution pour que le flux des réfugiés s'arrête et que les réfugiés qui ont juste envie de découvrir d'autres choses que leur pays puissent continuer à affluer, mais que ceux qui doivent fuir la mort
puissent arrêter de devoir fuir la mort. Donc voilà, c'était ma réaction par rapport à la problématique réfugiée. Et la personne qui demandait pour les solutions est partie, mais voilà, les solutions, je pense que c'est pas une solution, c'est plusieurs solutions à chaque problématique, quoi. Voilà. Merci. On prend encore une... Oui. Il y avait une question, je pense. C'est une question à Jacinthe. Donc, Jacinthe a présenté 4 points. Voilà, plus près. Donc, c'était sur la question du marché ensemble et de l'interrelation entre le continent africain et l'Europe. Voilà, j'aurais voulu que Jacinthe puisse approfondir le lien entre migration et colonie. Voilà, c'est vrai qu'on a tout le passé colonial, on doit aussi décoloniser notre pensée. Et j'aurais voulu avoir peut-être une question de fond un peu large, mais... Je pense que la question-là, on peut faire même un lien avec la question précédente sur la Syrie. Oui, oui. Mais... Non, on prend encore une question ou pas? Enfin, non, il y en a déjà 3, je pense qu'on peut passer... Donc après, c'était mademoiselle et donc, puis c'est monsieur là-bas. Non, Ça va. Oui, super. Et après, on reprend. Faut pas que ça fasse de trop. Donc, par rapport peut-être à la réaction, il y avait une réaction de ce côté. D'abord, je crois que, oui, c'est terriblement compliqué parce qu'en fait, et en même temps plus simple. C'est clair que la question des réfugiés, c'est relatif à une convention de Genève et qui est assez claire et qui malheureusement n'est pas beaucoup respectée. Mais je n'aime pas trop la distinction entre bons et mauvais migrants, entre réfugiés et migrants tout court. Comme on l'a dit tout à l'heure, à suffisance, je crois. Quand moi je risque de me noyer en Méditerranée, je fuis quelque chose, que ce soit la guerre, la mort, la faim, la mort sociale, comme vous l'avez dit. Voilà. C'est quelque chose, de toute façon, je risque quelque chose, il vaut risquer la mort vaut mieux que de ne rien faire. Bon. Donc dans ce cas-là, alors évidemment, pour répondre à ces questions-là, comment est-ce qu'on fait pour arrêter ça en amont, comme vous disiez, théoriquement, c'est intéressant, évidemment, c'est une solution idéale. Le problème, c'est qu'entre le moment où je vais avoir un effet de ces mesures et le moment où moi, je peux en bénéficier, il y aura beaucoup de temps qui va passer. Et d'ailleurs, ce qu'on remarque, c'est que lorsque les choses... Il y a une autorégulation extraordinaire dans l'immigration. Hein, c'est ça qu'il faut voir. D'abord, c'est que l'Europe a une toute petite partie, l'immigration. Il y a 60 millions de réfugiés dans le monde. 60 millions. Il y en a déjà 1,5 million au Pakistan. Ça, ce sont les pays où il y a vraiment beaucoup de réfugiés. Quand j'entends 400 000 réfugiés qui sont arrivés en Grèce depuis le début de l'année, c'est quand même beaucoup. Il y en a 400 000 dans un camp au Kenya, qui viennent de Somalie, du Soudan, etc. Or, ce sont des pays qui n'ont quand même beaucoup moins de richesse que nous. Donc ça, c'est une chose. Alors, c'est vrai que c'est important de se dire, est-ce qu'il y a des solutions immédiates, à moyen et à long terme? Évidemment, il y a beaucoup de solutions qui doivent être mises en œuvre si on veut y arriver. La question de la Syrie, ce n'est pas seulement les Américains qui ont le pétrole moins cher, les Russes aussi. Et ce que je peux vous dire, parce que c'est vrai, la Syrie, moi j'ai assisté, j'ai entendu de la part d'une ministre de la Justice belge qu'elle avait bloqué une présidente du Sénat qui s'apprêtait à partir en Syrie avec des représentants des services de renseignement belges pour améliorer la coopération entre la Belgique et la Syrie. C'était avant le conflit, mais non. Elle a été arrêtée de justesse. Mais la plupart des pays européens ont utilisé la Syrie parce que la Syrie torturait gratuitement pour nous. Donc, il y avait des prisons secrètes en Europe, en Pologne, en Lituanie, en Roumanie. Il y en avait dans des bases anglaises dans l'océan Indien. Mais l'Algérie, le Maroc, la Libye surtout et la Syrie ont torturé pour nous des gens qu'on suspectait d'être terroristes. On les torturait là-bas, on les ramenait ici, on les envoyait à Guantanamo ou on les gardait en prison chez nous. Et donc ça a servi tout le monde, la Syrie. Bachar el-Assad, il a servi tout le monde. Et donc c'est très compliqué de dire qui vraiment en a bénéficié, si ce n'est tout le monde, justement. Et si Poutine est là-bas pour le moment en train de le soutenir, ce n'est pas par hasard non plus. Et donc,
voilà, il faut faire très attention à cette idée de oui, mais si on donnait à manger à tout le monde en Afrique, ils ne viendraient pas ici. Je crois que justement, cette étape-là, elle est finie. C'est de dire, restez chez vous. Non. Et d'ailleurs, nous, on n'a pas envie de rester chez nous. Qu'est-ce qu'on est content quand nos enfants peuvent aller faire des études aux États-Unis ou aller ailleurs, essayer de vivre ailleurs. Je crois que c'est ça qu'on doit se dire. Une époque où nous savions ce qu'était, comment est-ce qu'on colonisait les autres, hein, comment est-ce qu'on devait occuper le terrain chez eux pour leur apprendre comment ça fonctionnait, comment est-ce qu'il fallait se développer, etc. C'est fini. Mais nous voulons tous, à un moment donné, circuler, pas seulement pour faire des vacances, mais pour changer de vie, parce qu'on tombe amoureux de quelqu'un, parce qu'on a envie de trouver du travail, etc. Et ça c'est la réalité aujourd'hui du monde entier. Alors, je veux bien, hein, moi je suis d'accord, ce serait vraiment bien que tous les pays africains deviennent des démocraties qui gagnent bien leur vie, etc. Mais pour le moment, hein, il y a encore, je dirais, 10 à 15 000 femmes qui se font violer chaque jour au Congo. Et des enfants de 3 mois. Hein, et donc, moi, je ne peux pas simplement leur dire « attendez un peu, que ça aille mieux, on va faire tous nos efforts pour que ça aille mieux, en attendant, restez là ». C'est ça qui est compliqué. Et donc, on est obligé de fonctionner sur les deux. Il faut se battre sur tous les niveaux, c'est ça que je veux dire. Il n'y a pas de solution magique, c'est clair. Mais en attendant, on a une responsabilité. Et c'est vrai que aujourd'hui, on est en train d'entendre, tiens, oui, il n'y aura pas de solution si on ne négocie pas avec Assad, si on travaille, si on ne se met pas du côté de Assad pour résoudre le conflit, hein, parce que le problème, c'est l'État islamique. Mais non, le problème, c'est Assad aujourd'hui. Hein, et les Russes sont en train de bombarder les derniers démocrates qui luttaient contre Assad. C'est eux qui sont en train de bombarder, pas l'État islamique, parce qu'ils soutiennent Assad. Et donc, voilà, c'est beaucoup de choses. Je vais laisser la parole à d'autres aussi de temps en temps, peut-être. Madame Azakiti. Oui, ok, merci. Donc, il y a la question, et puis j'avais 2-3 autres choses sur lesquelles j'avais envie de rebondir avant, mais ça va m'amener à la question. Premier point, c'est toujours extrêmement dangereux de faire des catégories, parce qu'on ne sait jamais enfermer les gens tout à fait dans une boîte, et donc il faut toujours se méfier, parce qu'on est justement dans les discours politiques à dérive populiste, piégé dans des catégorisations qui enferment les gens. Et une fois qu'on est enfermé dans une catégorie, qu'on est étiqueté, on obtient des droits ou on n'en obtient pas, on est exploitable à merci ou on ne l'est pas. Et donc, je trouve qu'il y a toujours quelque chose d'extrêmement glissant. Et alors, effectivement, pour toute une série de personnes, quelque chose a été inventé qui est la Convention de Genève. Et donc, quelque chose a été inventé pour leur rendre des droits. Et pour toute une série d'autres personnes, il y a quelque chose d'autre à inventer. Hein. Voilà, ils ne rentrent pas dans le cadre de la Convention de Genève. On est d'accord. Donc, quel est le cadre qui pourrait leur permettre de ne pas se noyer en Méditerranée, par exemple, ou de ne pas être exploités dans les plantations partout dans le monde, où je vois Xavier qui est en face de moi, ou de ne pas être en train d'être à moitié mort à Calais, ou enfin voilà, toutes des choses comme ça. Je pense là, il y a vraiment quelque chose. Et nous-mêmes, on doit être très... Et ça rebondit sur la décolonisation de la pensée dans laquelle tu voulais m'amener, Myriam. On doit être nous-mêmes très, très attentifs, je pense, à la manière dont nous nous exprimons. Et c'est difficile, hein, on tombe tous dans des pièges tout le temps. Mais la deuxième chose, alors je dis qu'il ne faut pas faire de catégories, et je vais en faire une, qui n'est pas la mienne. Moi, j'aime beaucoup un sociologue qui s'appelle Bauman, je ne sais pas si vous connaissez, et qui dit... Par rapport à la mobilité, il dit pour lui, la nouvelle injustice aujourd'hui, elle se surajoute aux autres. Hein, c'est pas que ça élimine les autres injustices qui existaient avant. Mais la nouvelle vraiment injustice qui est caractéristique de la globalisation, c'est l'injustice autour de la mobilité. Parce que la mobilité des marchandises, des idées, des imaginaires et des personnes, ça fait partie de l'idée même de la globalisation. Mais autour de ça, il dit il y a les touristes. Et les touristes, c'est pas seulement ceux qui font du tourisme. En gros, c'est nous. J'ai un colloque au Danemark ou je sais pas où, je veux aller faire du terrain au Burkina, tout va bien, je veux aller en vacances au Maroc, tout va bien aussi. Enfin voilà, globalement, je peux bouger. J'ai envie que mes enfants, pour avoir un meilleur diplôme, passent par Harvard ou je ne sais pas quoi, tout va bien. Et puis il y a les autres, et les autres, ils les appellent les vagabonds. Et les vagabonds, c'est ceux qui, dit-il, sont cloués à la localité. Alors ils sont pourtant dans le même rêve et que nous, ils sont dans le même monde que nous, je veux dire. Mais eux, on leur dit que le monde aujourd'hui, c'est ça, c'est le mouvement, c'est se réaliser, mais seulement, vous êtes dans la merde, mais restez-y. Vous n'avez pas le droit de bouger. Vous devez rester dans votre merde. La liberté, c'est pour nous.
Et il y a quelque chose là qui est d'une injustice ou d'une asymétrie qui est quelque chose de tout à fait pour moi inacceptable et qu'on ne peut pas passer à côté de ça. Du coup, ça me ramène à ta question. Et je pense vraiment quelque chose de très très important, c'est pas un problème de migrants ni de migration, c'est pas un problème de la Syrie, c'est pas un problème de l'Afrique, c'est notre problème globalement. On est ensemble pris dans une même question, qui est comment on pense le vivre ensemble, mais dans tous les sens du terme, c'est-à-dire environnemental, économique, politique, interculturel. Ça. Comment on pense un vivre ensemble plausible dans les années qui viennent. Pour moi, c'est très très important parce que ça permet de ne pas regarder l'autre en disant c'est ton problème ou on doit trouver des solutions pour les autres, donc on va aider encore nous, les aidants, les sauveurs du monde. Non, on est nous-mêmes dans la merde avec les autres. Il y a là quelque chose, pour moi, vraiment... On n'est pas obligé d'être d'accord, mais si on parvient à basculer dans cette vision-là, ça change vraiment les perspectives. Et alors, ça nous ramène à la question du lien entre colonie, migration, etc. Bon, je vais faire un résumé très grossier, mais je travaille avec des jeunes ici qui sont d'origine congolaise, qui se disent parfois belgo-congolais, pas toujours, et qui forcément sont très pris par le passé colonial, surtout parce que leur présent n'est pas très réjouissant, et qui renvoient en permanence cette petite phrase qui est « mais ce pays ici, il est devenu riche grâce à qui ?» Alors évidemment, c'est pas aussi simple que ça, on est bien d'accord. Mais néanmoins, ça participe de la question. Je veux dire, si nous, aujourd'hui, on est dans cette aisance, dans cette liberté, etc., notre histoire, c'est aussi d'abord celle-là. Et la déconnexion qu'on a aujourd'hui, cette manière aujourd'hui d'examiner les migrations dans une espèce de temps extrêmement présent, a pour moi quelque chose de tout à fait déconcertant. Et par ailleurs, et je vais terminer avec ça pour ne pas être longue, si on veut remonter même plus loin et si je veux prendre une casquette plus de l'anthropologue, le mouvement, la mobilité, le nomadisme, c'est au fondement de l'humanité. Donc on peut remonter aussi bien plus loin encore. Il y a quelque chose même du fondement de l'humain qui est d'aller se chercher, comme le disent les jeunes subsahariens aujourd'hui. Voilà, je vais m'arrêter là. Merci. Bertrand. Je voulais juste rebondir encore parce que c'est aussi très actuel, parce que j'ai une petite anecdote. On était dans les bois à Ceuta et donc Najat était en train de faire une interview qu'on a entendue du monsieur qui faisait la comparaison sur le vivre ensemble, et il y a un monsieur qui vient près de moi, il me dit oui mais vous venez d'où? Et moi je dis on vient de Belgique quoi. Et puis il me dit ah mais c'est le pays du chocolat ça. Et moi naïvement je dis oui c'est le pays du chocolat en effet. Et il me dit il y a du cacao qui pousse en Belgique? Je dis non, il n'y a pas de cacao qui pousse en Belgique. Il dit ben non, c'est chez moi qui pousse le cacao et c'est ma maman qui va le chercher, qui le met dans des sacs et qui l'envoie chez vous. Et vous le vendez très cher. Mais ma maman, elle ne reçoit pas beaucoup d'argent. Je dis oui, voilà, c'était une petite anecdote pour montrer que le partage n'est pas vraiment... on est dans un déséquilibre total qui fait que forcément... Un partage pas équitable. Voilà. Une autre question? Il y a aussi une question, je pense qu'il y avait un monsieur dans le fond tout à l'heure. Ah bon, la fille, c'est pas grave. Et moi, je suis d'accord avec ce que vous avez dit, madame. Je trouve qu'on est tous dans la même merde. Parce que je pense que les problèmes qui se passent à l'étranger, c'est aussi nos problèmes. Et je trouve ça vraiment triste qu'on ait attendu qu'ils viennent chez nous pour réagir, parce qu'on est en train de se plaindre qu'ils viennent chez nous. Mais je pense qu'on aurait pu faire des choses avant. Et donc, ma question, c'était de savoir, je ne sais pas si vous savez pourquoi ils n'ont pas réagi avant. Parce que je ne sais pas pourquoi il n'y a personne qui a réagi avant. Et en fait, je connais un militaire, c'est un ami à moi. Et il m'a parlé du conflit en Syrie et pourquoi les gens quittaient le pays. Et il m'a dit que nous, à chaque fois... ils sont plusieurs casernes de militaires et il m'a dit que eux, à chaque fois, on leur dit qu'ils vont partir. Donc, ils préparent leur sac en 24 heures, un truc comme ça. Et à chaque fois, ils partent pas parce que le gouvernement a peur de les envoyer. Et je me demandais pourquoi est-ce qu'il avait peur d'envoyer
des gens pour aider là-bas puisque c'est une aide, quoi. Et voilà. La série, c'est ça. Et tu l'adresses à quelqu'un en particulier ou la question? Non, ok, ça va. Inscrite. Une autre question, réflexion? Merci. Je ne vais pas répondre à la question, moi. Voilà. D'abord, je voudrais remercier voilà, le fait d'être ici, les organisateurs, parce que c'est bien aussi de se retrouver dans des lieux, je vais dire, d'information massive, et que je pense, à titre personnel, j'ai l'impression que c'est par là que ça passe, et essentiellement par là, parce qu'en effet, on a beau regarder, réfléchir, analyser les actes des politiques ou des politiciens, qui soient, et là je regarde monsieur, qui soient de la ville ou au niveau européen, voire mondial, on se rend compte que des fois, il y a une vraie faillite du monde politique, et en tout cas, un double calendrier, un faux calendrier, un calendrier visible et un calendrier invisible. Et donc, j'ai l'impression que nous perdons aussi le contact avec nos mythes fondateurs, et que si certains sont dans le passé, j'appellerais les politiques des hommes du passé, même s'il en faut, attention, je suis moi-même très engagé dans tout ça, mais on a quand même, il y a beaucoup d'analystes qui nous disent que c'est le collectif, c'est le citoyen maintenant qui est plutôt l'avenir. Alors certes, on le voit quand les tentes sont plantées au bas de nos immeubles, on voit qu'il y a de la solidarité, on voit que le citoyen, en fait, dès qu'il est vraiment touché, sensibilisé, et qu'il a la possibilité de prendre part, en tout cas, ou de pouvoir mâcher la matière qui lui est cachée, à ce moment-là, il y a possibilité de faire des choses, et je pense aux révolutions des printemps, où c'est aussi les citoyens, à partir de là, que ça part. Et si je suis d'autant plus content d'être là, c'est qu'on est dans un lieu culturel, et que j'ai la sensation, on est là à regarder des photos magnifiques, qui est un médium extraordinaire pour nous faire ressentir les choses, nous informer. Et donc, moi, je suis artiste, j'accompagne Pietro ici. Mais par exemple, voilà, j'ai l'impression que c'est des démarches à chaque fois personnelles, jusqu'au boutiste. Et c'est ça qui, nous, ici, assis, nous fait du bien. Et donc, le seul truc, c'est que voilà, il faudrait que chacun d'entre nous trouve cette part-là. Et peut-être qu'il faudrait faire des séances de coaching au stade le Roi Baudouin, de motivation collective et individuelle, parce que c'est vrai qu'on regarde toujours ceux qui décident, et nous décidons rien pour nous-mêmes. Donc voilà, c'était un peu ma réflexion. Et je pense qu'on a le droit de s'informer, et on a le droit d'informer les autres. Je vais faire juste part d'une expérience. Cette question de migration, ça fait des années que je les traite. Je vais dans des écoles un peu partout, voilà, peu importe. Et je me suis un jour retrouvé face à un professeur qui était outré de ce que je venais de dire, parce que j'avais dit que dans les pirogues, il y avait des gens intelligents. Et maintenant, de plus en plus, ça y est, l'information commence à passer. J'ai adoré le démarrage du film, là, parce que ça démarre sur ça. Et qu'il est temps qu'on le comprenne, quoi. Voilà, clairement, et que l'information passe dans le plus grand nombre. Donc, s'il vous plaît, dites-le aux autres. Et alors, je voudrais terminer avec, à titre personnel, moi, j'ai posé des actes avec certains. Je ne fais pas ma pub, hein, ne vous inquiétez pas, il n'y a rien à vendre. On a répondu à la question aux belgo-congolaises. Moi, je suis exactement aussi belgo-congolais. Et à partir de maintenant, même Pietro nous a rejoints, mais on n'est plus belgo-congolais, on a décidé d'être afropéens. Voilà.
C'est un acte simple, c'est une décision toute bête, mais on a décidé de faire avec ça et de, alors là, jouer avec les politiques, justement, de faire du lobbying, de faire tout ce qu'il faut en montrant qu'ensemble, Afro-Européens, eh bien, on a une force de frappe, voire économique, voire sociale, voire, voilà, idéologique. Il est bon de rêver de temps en temps. Voilà. Merci. Peut-être encore 2 questions et ce sera peut-être les dernières. Voilà. Je vais faire court. Donc voilà, moi je voulais souligner l'intérêt de ce type de documentaire et d'exposition photo qui permettent de voir quelque part la singularité aussi des trajectoires et de pouvoir mettre un visage sur des personnes. Alors c'est vrai que les chiffres nous parlent beaucoup, entre 60 et 70 millions de déplacés. On sait que ça fait au moins 6 fois la Belgique. On y met souvent des réflexions stratégiques, comment combler le vieillissement, comment géostratégique. Et derrière tous ces parcours, il y a des individus et quelque part en justifiant par des chiffres et comment dire, des argumentaires acceptables, on participe à un déni d'humanité incontestablement. Et je pense que ça, c'est une réflexion qu'on doit se poser, nous. Derrière ces visages, il y a des humains. Moi, j'ai eu la chance aussi de faire des enquêtes de terrain à Ceuta, Melilla, Calais. J'ai toujours été très, très bien accueilli par ces personnes. Et quelque part, je n'arrive plus à penser par la frontière. Un être humain, c'est quelqu'un comme mes enfants, c'est quelqu'un comme des amis, comme ma famille. J'ai du mal à penser stratégique quand je pense à des humains qui sont proches de moi, donc j'ai du mal à penser stratégique pour d'autres aussi. Donc derrière ces images, et d'où l'intérêt de l'image plutôt que de grands argumentaires et de grandes lignes, cela nous rappelle notre trajectoire. On ne doit pas forcément réfléchir en parlant de déplacer à notre grand-mère qu'on a aimée, qui a dû être déplacée un jour. Non, ce sont des individus comme nous qui devraient avoir des droits aussi de se déplacer, d'aller, venir comme bon leur semble. Voilà, tout simplement. Merci. Une question, une réflexion et ce sera la dernière? Non? D'accord. Sûr? Dernier appel? Non, je vais faire une publicité comme en fin d'émission, les 2 minutes. J'ai parlé de ce qui redémarrait à partir de la réunion de jeudi passé avec la GL et Codizo qui avait coordonné le festival Vis-à-Vis. Mais c'est pas difficile à retenir. Contact Codizo, c'est facile à retenir en un seul mot, @gmail.com, tout le monde connaît. Et c'est parce que je n'ai pas vu les 2-3 qui animaient, je pensais qu'ils seraient ici parce qu'on s'en était parlé, que je fais la publicité. Donc ceux qui veulent rejoindre, ce qui est en train de se construire, parce qu'ils font des sous-groupes sur toute une série de choses en termes de soutien, d'activités, y compris plaidoyer politique et toute une série de choses comme ça, et de l'alphabétisation. Voilà, ceux qui sont dans la salle peuvent les rejoindre. Je ne suis pas payé pour. Merci. Oui, il y a des réponses, oui, tout à fait. Et moi, si je peux juste me permettre par rapport à toi, donc ta question sur la Syrie, moi j'ai fait mes études ici, donc Madame Azoguetti est mon professeur et ma promotrice il y a encore quelques mois. Et donc voilà, dans le cadre d'un cours, j'ai dû faire un travail en éthique sur justement la situation de la Syrie. Et on se posait la question, donc la question était... djihadistes belges, c'est fou ou c'est héros de Dieu? Et donc on se posait la question de savoir, des migrants, oui, mais de chez nous, on va dire, qui vont rejoindre l'État islamique ou pas, et quelles sont les motivations, s'il fallait sanctionner ou pas. Et donc dans ce cadre, on a dû justement poser le contexte et on s'est penché justement sur l'historique de la Syrie. Pour faire court, mais vraiment très très court, parce que c'est très très long, il faut savoir que la Syrie, le gouvernement de Bachar al-Assad a été mis en place par l'État français. Parce que la Syrie, en fait, était avant colonisée par la France. Donc 40 ans de dictature, on va dire admise et acceptée par qui, jusque quand ça n'arrangeait plus,
par l'Europe et également l'État français, à savoir que l'État français fait partie du Benelux, donc qui était aussi au départ des pays fondateurs aussi de la création de l'Europe. Et donc il faut savoir qu'en Syrie, il y a 5 acteurs qui se disputent un territoire avec des motivations différentes. En Syrie, donc, on a eu le gouvernement de Bachar al-Assad, qui est un gouvernement qui est chiite et qui dirige des individus qui sont à majorité sunnites. Et ça, c'est encore 2 branches, c'est au niveau religieux, donc c'est un conflit qui serait religieux. Donc ça, c'est sunnite et chiite. Il y a un conflit en Syrie qui est en rapport aussi avec les Kurdes, parce qu'il y a une minorité kurde en Syrie qui n'est pas reconnue et qui veut aussi son territoire et qui profite aussi peut-être d'un conflit pour aussi s'exprimer et alors à ce moment-là revendiquer certains droits. Ensuite, il y a les islamistes, les salafistes, qui sont 2 branches encore différentes, et tout ce qui est armée de Bachar al-Assad et l'armée de la libération de la Syrie qui s'est constituée de citoyens syriens en vue de libérer et de défendre leurs droits. Bertrand a d'ailleurs fait un reportage à la frontière avec la Syrie où il a été dans des camps de réfugiés syriens, où il a rencontré aussi des enfants, et donc il ne faut pas aussi négliger que des pays comme la Jordanie, tout ça accueille également beaucoup de migrants et de réfugiés syriens dans les conflits, et qui c'est encore plus que ce que fait la Belgique. Et donc voilà, à ce conflit-là, il y a une histoire qui n'est pas négligée et qui est importante à aller voir. Parce que ce qui s'est passé lorsqu'il y a eu la colonisation, en fait, on voit les résultats maintenant. Et l'histoire prend du temps des fois à se montrer, on va dire, et à se dévoiler. Et il faut des fois aller revoir et peut-être revoir parce qu'en fait, l'histoire se répète avec des acteurs différents. Et en fait, ce qui est peut-être triste, c'est qu'on fait peut-être aussi les mêmes erreurs. Et donc, avec des acteurs différents et avec des moyens et des technologies, ils sont aujourd'hui encore plus avancés qu'avant. Donc oui, on pourrait peut-être anticiper, mais moi, ce que je peux t'inviter à faire, c'est vraiment à aller voir et à lire et à t'approprier l'information parce que tu la comprendras encore d'autant plus. Et vraiment oser aller voir et remettre en question ce que l'on entend, parce qu'il ne faut pas oublier que ce que l'on entend, c'est juste des personnes qui ont également été voir, et c'est leur regard en fait qui nous partage, mais qui n'est pas forcément celui que toi tu aurais en te réappropriant l'information, quoi. Et donc voilà, c'était mon petit speech. Donc je ne sais pas si un des intervenants, peut-être par rapport à une question. Quand on a lancé l'opération Refugees Welcome il y a quelques semaines, on avait un objectif principal qui était de dire, il y a un sondage qui a eu lieu, l'ADH a fait une couverture en disant 60% des Belges ne veulent pas de migrants. Et on a dit, bien, nous ce qu'on veut c'est que les 40% restants puissent dire qu'ils ne sont pas d'accord avec ça. Parce que dans le fond, on a les politiciens qu'on mérite. J'entendais ce que vous disiez. On a les politiciens qu'on mérite. Et surtout, je pense que si on est arrivé là où on est aujourd'hui, c'est probablement parce qu'on a manqué de résistance, on a manqué de, je dirais pas de courage, mais on a laissé aller les repas de famille qui dézinguent les immigrés à la fin sans se battre. Et on n'a pas fait dans toutes les circonstances où on avait l'occasion de réagir. Pendant 5-6 ans, il y a 400-500 fachos qui ont occupé les réseaux sociaux et qui ont bien compris, qui ont devancé tout le monde là-dessus et qui ont, entre guillemets, libéré la parole. Ce sont eux qui ont permis aujourd'hui à ce que des gens disent tout et n'importe quoi. Mais si on les laisse encore faire, si on laisse faire tout ça, chacun de nous individuellement ici, eh bien, on va vers la catastrophe. Et donc, c'est un combat quotidien de tous les jours. Ce n'est pas simplement nos politiciens qui pourront nous sauver, c'est ce que nous allons être capables de faire dans les réunions de famille, dans le tram, dans le métro, quand on rencontre des gens qui disent des conneries sur les migrants et sur les réfugiés. Il faut se battre pied à pied. Il n'y a pas d'autre solution. On a fait un petit dépliant 10 préjugés à propos des migrants. Ça part comme des petits pains parce que les gens en ont besoin. Ils ont besoin d'arguments pour se défendre. Ils ont besoin d'arguments pour justement à nouveau occuper le terrain. Si on veut gagner cette guerre, parce que c'en est une, il va falloir se battre pied à pied tous les jours. Merci. Moi aussi, je fais ma pub. Je vous attends vraiment au mois de février. C'est pas loin, c'est 20 minutes de train pour ceux qui habitent le Val-la-Neuve. C'est du 23 février au 5 mars. Ce n'est pas un spectacle de texte, je le répète, c'est une expérience
On exploite l'espace du théâtre Varia de façon particulière. On ne va pas vous prendre la main et vous faire danser, je sais pas, le tango. Il ne s'agit pas de ça, d'animation, c'est pas ça. Il y aura peut-être l'expo aussi que vous pouvez revoir. Il y aura aussi, on fait un appel aussi, j'aime pas le mot amateur, on fait un appel à ceux qui ne sont pas artistes de métier à participer au spectacle. Donc il y a une forte volonté mise en place avec l'équipe du spectacle, le théâtre, faire en sorte que vous preniez votre place. Donc c'est une petite fenêtre qui va se passer, une petite opportunité qui va se passer au théâtre Varia, fin février, début mars 2016. Je pense qu'il va faire froid, donc ce sera une occasion pour se chauffer ensemble. Il y aura des débats, il y aura des associations qui vont intervenir. Vous allez passer un bon moment, mais pas que. Voilà. Et on a besoin de vos doutes, de vos questions, de votre mémoire historique, mémoire individuelle, parce que beaucoup d'entre vous sont fils d'immigrés et tout ça. Autrement, le spectacle, ce n'est que des formes et je ne sais pas quoi faire avec ça, quoi. Voilà. 23 février, 5 mars, Théâtre Varia. Merci beaucoup. Merci. Moi, je vais faire très court, comme c'est Moi, je voudrais juste rebondir sur le combat parce que je pense que c'est quelque chose vraiment de fondamental et qu'on peut chacun faire de notre place. Et des toutes petites choses parfois. Moi, dans mon cours d'anthropologie des migrations, je demande un petit truc tout bête. Je demande à chacun des étudiants de faire une histoire de vie avec un migrant. Et donc de rencontrer un migrant et de l'écouter, d'écouter son histoire. Et il y a quelque chose d'une rencontre de deux humains, là, tout d'un coup, et j'ai beau raconter plein de trucs pendant plein d'heures et tout ça, ça marche un peu, mais pas très bien. Mais quand il y a cette rencontre, ça marche, et qu'on est pris par l'histoire de l'autre, tout d'un coup, il y a un petit basculement qui permet peut-être après de mieux entendre le reste. Et une fois qu'on a basculé, alors je suis tout à fait d'accord avec vous, il ne faut plus rien lâcher. Il ne faut rien laisser passer. Parce que c'est dans ce laisser passer du quotidien, parce qu'on n'est pas assez courageux, parce que tous, par moments dans le métro, on n'a pas envie de dire... Il y a quelque chose là vraiment au quotidien à mettre en œuvre. Merci. Najat, le mot de la fin. Voilà, c'est pour moi. Non, je voulais juste vous dire, vous allez découvrir maintenant notre exposition, si vous en avez envie, bien sûr. Non, mais je voulais juste rappeler que voilà, ce sont des personnes, des êtres humains, parce que j'ai l'impression qu'on oublie derrière tous ces discours, derrière ce mot réfugiés, migrants, que ce sont des êtres humains avec des parcours totalement ou presque différents et qui, voilà, ils nous ont fait confiance, ils ont voulu, à travers ces photos, les petits textes et le diaporama sonore qui est à l'entrée, vous parler à vous, voilà, et vous exprimer voilà, ce qu'ils ressentaient, le pourquoi ils avaient décidé de partir, parce qu'on peut parler pendant des heures, parler à leur place, je crois que c'est les mieux placés pour faire passer ce message, et j'espère que vous allez le comprendre, ou de moins que ça va vous éclairer sur certaines choses. Et merci en tout cas pour votre attention et merci pour votre présence à tous. Merci à tous. Donc là se clôture la table ronde. Vraiment un tout grand merci à chacun de vous. C'était vraiment super chouette, intéressant. Je pense qu'on pourra encore continuer à avoir des questions pendant des heures. Je voulais vous inviter donc au vernissage de l'exposition. On va vite ranger les chaises, on va vite mettre en place un petit buffet, chips, tout est gratuit, etc. Regardez l'exposition, parlez-en autour de vous. Je remercie vraiment tout spécialement Najat et Bertrand pour leur implication non négligeable. Parce qu'au-delà de ce soir et de toute l'expo qu'ils mettent en place, ils vont faire des visites pour les écoles. Voilà, donc merci beaucoup. Alors, il y a encore juste un petit mot. Il y a la librairie Academia dont Jacinthe est une des auteurs qui a écrit, qui a fait un petit dépôt de livres. Vous pouvez juste les regarder, les consulter si ça vous intéresse. Donc, c'est sur les migrations. C'est à vendre à la librairie Academia qui se situe à la Grand Place. N'oubliez pas de vous inscrire si vous voulez les infos particulières pour le Théâtre Varia.
Et alors, n'oubliez pas de prendre, si la thématique des colonies vous intéresse et de tout ce que ça implique, n'hésitez pas à prendre toutes les infos, nos programmes, etc. Et je vous souhaite une bonne fin de soirée.